Florian Bellumeur est le cabinet d'assurance idéal pour une école d'arts martiaux ou tout type d'entreprise. S'appuyant sur plusieurs années d'expérience, leur équipe est sensible aux besoins des entrepreneurs. Ils vous offriront des produits qui répondent vraiment à vos besoins en assurance de dommages et un service à la clientèle qui vous permettra d'avoir la tête tranquille pour vous consacrer à votre passion. Composez le 1-877-472-0078, mentionnez Guerrier Podcast pour être dirigé vers leur équipe de spécialistes. Cette semaine, entretien avec un guerrier, je reçois un pratiquant de mon dojo qui s'appelle Philippe Gaspard. C'est un pratiquant d'arts martiaux qui a une vingtaine d'années et plus d'arts martiaux sous la cravate. Il a pratiqué différents styles, dont le Kung Fu, qui a été son style principal pendant de longues années. Il est maintenant pratiquant de Kenpo chez nous, mais on parle de son parcours, on parle de sa vision par rapport à l'autodéfense. Il est aussi créateur de contenu, donc on a abordé ses projets, comment ça se travaille, le genre de chaîne que lui gère, tout ça. Donc, super intéressant comme podcast, encore une fois, une belle discussion. J'espère que vous allez apprécier. Si vous aimez le contenu qu'on vous apporte mois après mois et vous voulez nous aider, abonnez-vous sur Patreon, patreon.com/Guerrier Podcast. Et il y a des abonnements à partir de 1$ jusqu'à 10$ si vous êtes propriétaire de dojo, vous voulez donner un peu d'exposure à votre école tout en nous supportant puis avoir accès à du contenu exclusif en plus. On fait du contenu exclusif avec chaque invité depuis plusieurs saisons, donc vous avez des dizaines et des dizaines d'heures avec tous ces invités-là de contenu bonus. Et ça, c'est juste en vous abonnant sur Patreon. Par la suite, si vous voulez nous aider, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. On aimerait ça taper le 1000 abonnés. Partagez les épisodes que vous écoutez à vos élèves, à vos collègues d'arts martiaux, à votre famille. Demandez-leur de s'abonner, ça nous aide, ça coûte rien. Commentez les épisodes, partagez-les. Ça aussi, ça nous aide beaucoup à nous faire voir et à diffuser ce contenu-là francophone de qualité qu'on fait pour vous mois après mois. Donc, sur ce, je vous remercie et bonne écoute. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive, les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know, but we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Cette semaine, entretien avec un guerrier. Je m'entretiens avec un élève de mon dojo qui est un pratiquant d'arts martiaux d'expérience, un long parcours d'arts martiaux. C'est un nouveau ici, mais c'est pas un nouveau dans les arts martiaux. Donc, un parcours très, très riche. Phil, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va super bien. Hey, écoute, pour les auditeurs, là, si j'ai de la broue dans le toupette, ça a été toute une aventure. Commencer l'épisode, manquait d'une carte mémoire, blablabla. On vous épargne les détails, mais Phil a été très patient. Maintenant, on peut partir la machine. Phil, je pose toujours la même question, mais ça enclenche toujours la conversation. Tu viens d'où, puis les arts martiaux, c'est arrivé à quel moment dans ta vie? Oh, alright. C'est que je viens de plusieurs places. Ouais, si on remonte à la racine. La racine. Moi, personnellement, écoute, je viens de Valleyfield, c'est la baillerie de Valleyfield. Yes. Puis là, il n'y a pas d'arts martiaux dans ce jeune portrait-là. Puis on a déménagé plus tard dans le West Island. Puis c'est là que j'ai commencé à prendre un petit intérêt aux arts martiaux, puis ça a débuté. Contrairement à beaucoup de monde que c'est les films de Bruce Lee, ouais. Moi c'était le film The Perfect Weapon. Jeff Speakman, Ed Parker, le Kenpo. Puis c'est ça qui a fait déclencher comme la drive. Là, ça me prenait quelque chose. Puis dans le temps, dans le West Island, écoute, il n'y avait pas d'école de Kenpo. Mm-hmm. J'ai beau chercher, il n'y avait rien. Puis là, mes parents m'ont pris un petit peu en pitié. C'est qu'ils m'ont dit, Phil, on t'a inscrit à des cours d'arts martiaux à la... C'était quoi, la piscine municipale? Il y avait un petit gym en haut dans le West Island. C'était du judo. OK. C'était pas pareil, pas en tout. C'est pas Jeff Speakman. Non, c'était pas Jeff Speakman. Non. Donc, j'ai commencé un peu avec le judo, mais je comprenais pas la valeur dans le temps de ça. Le ground, de flipper le monde par-dessus. Fait que j'ai comme perdu un petit intérêt. Puis après ça, écoute, j'étais vraiment petit. Là. J'avais à peine, je pense que j'avais 10 ans à peu près. Là. C'était pas... Puis j'ai commencé le karaté par après, puis ça a comme droppé. Fait que j'ai eu comme un petit moment de pause. Puis après, j'ai vu dans les journaux, il y avait une école. Écoute, vous allez rire, là, j'ai pas eu de chance au début avec les arts martiaux.
J'ai vu une école, c'était un mix d'arts martiaux ensemble, puis c'était la base, le Kenpo. Fait que j'ai tout de suite trippé. De là, la technique que je t'ai montrée la dernière fois, là, que j'avais trippé. Écoute, lui avait pris beaucoup d'arts martiaux ensemble, il a combiné pas mal de techniques de Kenpo, les open hand, puis ces affaires-là. Puis, ben, il est arrivé un malheur. L'école a fermé. L'école a été obligée de fermer. OK. Puis, je me suis ramassé après, j'avais trouvé une autre école avec une autre élève de cette école-là de Kenpo. On est allé dans le West Island encore, c'était du Kyokushin. J'étais un peu dyslexique quand je le dis celui-là. Ouais. Mais j'ai vraiment aimé ce style-là. Puis j'ai commencé ma progression dans les arts martiaux vraiment à la base de ce style-là. Donc j'avais trouvé ça intense au début parce que c'était pas pareil comme dans l'autre école. Ouais, c'était un autre vibe. Un autre vibe, c'était karaté full contact. Puis j'ai pris goût à ce style-là. Puis j'ai resté dans ce style-là jusqu'à temps que j'aille au secondaire. OK. T'es rendu jusqu'à quoi, ceinture brune? J'étais verte à peu près. Verte, OK. Verte. Fait que j'allais juste une fois semaine, c'était les samedis. OK. Fait que ça prenait un petit peu plus de temps à grandir dans le système. Ouais. Puis rendu au secondaire, ben écoute, j'étais pensionnaire à Rigaud. Fait que là, j'avais de la misère vraiment à continuer les arts martiaux à ce niveau-là. Puis aussitôt que j'ai terminé le secondaire, c'était le cégep. Puis j'ai trouvé une école à Montréal, c'était le Hangar Kung Fu. Avec la famille Patnaud? Non, pas la famille Patnaud. Pas encore la famille Patnaud. OK. Écoute, j'ai commencé ça. C'était les week-ends, c'est que ça se voyageait quand même bien. À Montréal, puis j'étais comme, OK, le Kung Fu, c'est un style différent, je vais apprendre ça, puis les amis de mon père, les enfants en faisaient, puis ils m'avaient expliqué un peu, puis je me souviens, j'avais rentré dans leur chambre, puis il y avait un genre de poster avec tous les animaux qu'il y avait, tu sais, la panthère, la grue, tout le kit, puis j'étais comme, ah, cool! Ouais. Puis mon ami, ben, du côté à l'ami de mon père, son gars, écoute, la première fois qu'il a fait, en me l'expliquant, ça a split. Puis moi, j'étais comme, ouais! Fait que je veux faire ça, moi aussi. Fait que je suis allé m'inscrire à cette école-là. Mais, écoute, il changeait de ceinture tout le temps. Je montais, puis je comprenais pas qu'est-ce que je faisais. Puis ça, pour moi, c'est comme important. Je te montre de quoi je veux comprendre la mécanique, je veux savoir le pourquoi. Puis on dirait, eux autres, c'était un petit peu secret. C'était comme dans la famille, c'était 2 frères, ceinture or, ceinture rouge. Puis j'étais allé les voir à un moment donné, j'ai dit, c'est bien beau, là, tout ça, là. À quoi qu'elle sert, cette technique-là? C'est quoi ce mouvement, telle affaire? Je fais des mouvements, j'ai aucune idée c'est quoi. Puis j'ai pas eu la réponse à la question. C'est qu'après ça, je me suis dit, OK, ça marche pas. Ça marche pas pantoute pour moi parce que je veux savoir qu'est-ce que je fais, là, pas juste que ça soit beautiful, puis merci. Puis après ça, j'ai rencontré l'école Patnaud, qui était le Kung Fu dans lequel j'ai grandi, j'ai développé mon système. Puis dans le temps, cette école-là était faite pour moi. J'étais pas un fan vraiment des katas à l'époque. T'avais quel âge à ce moment-là? Oh my God, attends une minute. En 98? OK. Je dirais pas mon âge, c'est personnel. OK. Ça fait 26 ans. À peu près, oui, c'est ça, on va dire là-dedans. Là. Puis, déjà dans ton prime, là, t'es un jeune homme. Oui, j'étais là-dedans. Là. Fait que, puis moi, le Kung Fu, tu sais, je voyais ce que j'avais fait au hangar, je me suis dit, moi, il donnait une chance, tu sais, je sais pas trop c'est quoi. Mon Dieu, je suis tombé en amour avec ça. Puis je suis tombé en amour du côté vraiment trapping plus que les autres affaires. Donc, l'immobilisation des mains, le genre de flow qu'il y avait, c'est ça, exactement. Le bonhomme, le mannequin en bois, le wooden dummy. Puis j'ai comme admiré la force que les autres avaient aussi. C'est que ça m'a comme poussé à me développer un peu plus. Suite à ça c'était à Montréal. J'ai déménagé après mes études pour faire un stage dans la région d'Ottawa. Puis il y avait une école aussi. Donc je suis allé m'inscrire puis j'ai continué mon parcours avec eux, avec eux autres. Ouais. Est-ce que tu peux décrire un peu comme le contenu, un peu le cursus que ça développe là-bas? C'est quoi la particularité? C'est quoi le style? Le style, c'est un peu, on va prendre un peu le style Jeet Kune Do, du Wing Chun, mais plus en développement. Fait qu'ils ont pris certaines techniques qui ne marchaient pas, ils ont flushé ça down the pipe, puis ils ont pris ou ils ont amélioré les techniques qui pour eux fonctionnaient, qui ont été testées.
Je vais donner un exemple. Le Wing Chun traditionnel, les punch, les Chung Choi qu'on appelle de même, mais traditionnel, c'était comme rond. Ça marche pas vraiment ici. C'est que les autres, ils ont modifié ça pour projection vers le haut, faire un effet de soulèvement dans ce style-là. Puis il était toujours en développement. Au début, quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de grappling. Puis plus c'est allé, plus ils ont rajouté de grappling. Là, j'ai pas le nom, là, j'ai la face de la personne. Là. Je vais peut-être googler durant l'entrevue pour te repogner le nom de la personne. Mais il y avait beaucoup de coachs aussi dans certaines zones qui ont pris pour améliorer leur système. Puis comme j'ai dit, ce qui m'a impressionné, c'était la force, la vitesse qu'il y avait là-dedans. Puis c'était vraiment fonctionnel, simple, puis très direct aussi. Tu sais, c'est collar grab, wrist grab, takedown, des affaires de même. Puis c'est ça qui venait me chercher, qui m'attirait, moi, de ce côté-là. Les katas, dans le temps, je voulais rien savoir, c'était côté autodéfense. Les armes, les calis, c'était leur spécialité. Le combat, c'était du combat un peu qu'on voit comme combat de cage. Là. Ça commençait, c'était des petits casques protecteurs. Avant même la UFC. Avant même la UFC. Puis, tu sais, quand ça cognait, ça cognait fort. Ça faisait mal. Puis, tu sais, moi, j'ai commencé plus avec les armes au début. Puis après ça, je suis allé côté combat. Puis je me souviens, là, au début, là, ça commençait, on avait la grosse grille, là, tu sais, pour être sûr qu'on se fait pas... Face, là. Ah, comme pour faire sûr qu'on se fasse pas maganer. Puis plus on progressait, à un moment donné, on l'a enlevé, rendu ceinture noire, les réflexes étaient développés. Puis la différence, quand tu as la grille, on dirait que tes réflexes sont moins là, genre dire c'est correct s'il va me pogner. T'enlèves ça, puis t'es comme... Tu peux jouer moins safe parce que... tu sais que tu t'en fous de manger des choses. C'est ça. Fait que là, t'enlèves la grille, tu te fais frapper, puis tu dis, attends une minute, là, c'est pas pareil, là. Ça fait que garde les mains hautes, bouge la tête, fais sûr de pas te faire pogner, puis ainsi de suite. C'était mon parcours que j'ai vraiment adoré, puis là, pour des raisons personnelles, physiques, j'ai été obligé de changer, puis je suis ici avec vous autres. Puis là, tu l'as effleuré rapidement, mais dans le fond, vous avez travaillé beaucoup le Kali pendant ces années-là. Oui. Qu'est-ce que tu aimais là-dedans? Parce que c'est quelque chose que tu maîtrises bien aujourd'hui. Oui, j'adore le Kali. Dans le fond, j'adore toutes les armes. J'apprends le beau avec vous autres. Écoute, t'as Kali, tu peux faire du blade aussi. La même affaire. Les butterfly knife, même style. Faut juste que tu fasses attention. Moi, je me suis pincé dans le dos avec les pics parce que je faisais comme si j'avais le Kali, le chamber. Là. Donc, on fait attention avec ça. Mais ce que j'ai aimé du Kali, c'est comme un complément avec la plupart des arts martiaux que tu peux faire. Si on regarde le sparring, je regarde le monde, ils sont pas mal... on va avancer, on va reculer, mais il y en a beaucoup qui oublient que hey, tu peux aller sur le côté aussi, on peut faire un autre mouvement circulaire, ça va t'aider à bouger aussi. Puis, si tu es capable d'éviter un bâton qui s'en vient à je sais pas combien de kilomètres/heure à cette vitesse-là, ben un punch pour un kick, ça va être comme facile par après, mais tu sais, c'est pas quelque chose qui se développe juste de même, right? C'est de la pratique, ça développe aussi la coordination en même temps. C'est que c'est tout cet aspect-là que j'ai adoré, qui est venu embarquer par-dessus le style qu'il y avait, puis que j'adore faire encore aujourd'hui à la maison. Là. Tu pratiques, tu gardes ce que tu as appris à travers ta pratique personnelle. Puis, dans le fond, je veux dire, tu as traversé plusieurs styles. Qu'est-ce que tu cherchais quand tu voulais passer à une autre étape? Disons, qu'est-ce qui t'a amené à aller vers le Kenpo, outre le fait que c'est Jeff Speakman la base de tout ça? Oui, tu l'as dit, c'est Jeff Speakman. Non, le Kenpo, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire. Quand j'ai vu qu'il y en avait une à Gatineau, là, je dirais pas pourquoi, la raison personnelle, toutes ces affaires-là pour moi. J'ai tout de suite trippé. Là, j'ai ouvert la page, j'ai regardé jusqu'à Kenpo. Puis quand j'avais commencé, j'étais vraiment déçu de ne pas avoir vu d'école de Kenpo dans le West Island ou à Valleyfield. Puis je me suis dit, écoute, je peux bien finir la fin de mes jours avec le Kenpo. C'est comme full circle. Full circle back. Mais aussi, c'est le fait que Bruce Lee a eu beaucoup d'influence. Le Kenpo a eu beaucoup d'influence avec Bruce Lee. Puis je le vois, il y a des techniques que tu me montres, puis je suis comme, oh, c'est pas mal similaire. Il y a des liens avec le Kung Fu. Avec ce que j'avais fait aussi. Là. Donc, c'était sur ma to-do list, puis je vais pouvoir le cocher
j'ai comme un petit livre aussi des achievements que je veux faire dans la vie, puis ça, c'en était un, puis je suis vraiment heureux d'avoir trouvé cette école-là ici. Faut faire un petit checkbox là-dessus. Ben ouais, puis dans le fond, toi, tu l'as dit, c'est l'autodéfense, c'est quelque chose qui te parlait beaucoup. On a déjà discuté ensemble, puis justement, récemment, cette semaine, tu as évoqué un incident, je pense qu'on peut en parler, là, un incident là, à l'école Nicolas Gatineau. Oui. Ces temps-ci, dans l'actualité, à Laval, beaucoup, à Montréal, beaucoup, il y a beaucoup d'agressions armées, fusils, couteaux, ça joue rough, là. Gatineau, tu vois, moi, c'est la première fois que j'en ai. Tu sais, je sais qu'il y en a, c'est officiel, mais dans une école secondaire, là, récemment, tu vois, c'est la première fois que j'entendais ça. Et je trouve ça malheureux là, que ça soit rendu même en dehors de Montréal, Laval, qui évidemment, de par la concentration de population, les incidents sont plus nombreux. Puis il y a tout un phénomène, ces temps-ci, j'ai vu beaucoup de reportages sur le fait que les gangs de rue utilisent de plus en plus des jeunes de plus en plus jeunes pour faire des jobs. Il y a un jeune qui a été assassiné en Beauce parce qu'il était allé essayer d'attaquer les Hells Angels. Puis un jeune de 14 ans qui est mort en essayant de s'attaquer aux Hells. Je trouve ça complètement fou. Puis tu vois, moi, ça vient me chercher parce que dans ces conversations-là, une des choses qui est souvent ramenée par les médias mainstream, c'est l'influence de la musique. Ouais. C'est pas nouveau, là, ce débat-là. Je veux dire, de même début 2000, quand il est arrivé Columbine, les gens disaient « Ah ouais, mais ces jeunes-là écoutaient Marilyn Manson puis Eminem, fait que c'est de la faute de Marilyn Manson puis Eminem. » Mais j'ai pas le choix de constater, moi j'ai fait de la musique pendant 20 ans, je sais pas si je te l'avais déjà dit, mais là je te le dis, j'ai fait du rap pendant 20 ans, puis j'ai pas le choix de constater que la musique street de mon époque, de ma génération, il décrivait des choses, mais il en faisait pas l'apologie tant que ça. Il y en avait qui le faisaient, mais aujourd'hui on dirait qu'à cause des réseaux sociaux, il y a un phénomène où le jeune qui est dans des activités street, il veut aussi faire sa publicité, il veut aussi aller chercher un fame. Fait que souvent, il va se mettre à la musique. C'est pas tout le temps bon. Ça l'est même rarement. Mais il va faire des vidéoclips. Ils vont même avoir des vidéoclips dans lesquels ils parlent des actes criminels qu'ils ont commis. On appelle ça du dry snitch, là. Ils se stolent eux-mêmes. Ouais. Puis la police regarde les vidéos, puis tout ça. Fait que, tu sais, comme, on n'a pas le choix de constater qu'il y a une influence, mais j'ai l'impression que c'est plus les réseaux sociaux qui jouent une influence que la musique elle-même, parce que la musique, pour moi, c'est toujours un reflet de la société. Puis là, ces jeunes-là, ils veulent faire parler d'eux autres, ils veulent avoir leurs 2 minutes de gloire, puis ils utilisent ce vecteur-là. Mais tu penses quoi? Tu trouves-tu que l'enseignement de l'autodéfense, c'est bien fait? Trouves-tu qu'on devrait en faire plus? Trouves-tu comment... Tu sais, toi, tu viens d'un style où vous en faisiez, là, t'es ici, on en fait encore. L'approche est différente, mais l'objectif est le même au final. Là. Je pense que, tu sais, moi, j'adore les sports de combat, mais j'ai toujours eu pour optique que le sport de combat puis autodéfense puis combat en situation de rue, c'est 2 choses complètement différentes. Oui. À partir du moment que tu enlèves les règles, les règlements. Je suis d'accord avec ça. Les règlements, que tu enlèves l'arbitre, tu enlèves les spectateurs, puis l'objectif de gagner un match, l'objectif n'est pas le même. Donc, les outils ne seront pas les mêmes, les réactions ne seront pas les mêmes. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que c'est toi qui m'as parlé de l'événement. Oui, c'est venu te chercher. C'est venu me chercher parce que je trouve ça triste que, écoute, le monde, on va se le dire, pour moi, personnellement, là, on peut faire un débat là-dessus, je trouve que c'est rendu fou. Ouais. C'est plus ce que c'était avant. Ouais. Tu sais, la musique, là, les nouvelles chansons qui sortent, écoute, I tuned out. Moi, j'écoute encore aux années 70-80. Ouais. Ça, c'est mon style de musique pour l'instant. Mais je trouve ça dommage, toute la violence qu'il y a. Moi, je trouve que si tout le monde écouterait la philosophie des arts martiaux, si vous êtes dans la bonne voie, c'est plus la paix, la sagesse un peu qui vient avec ça, puis il n'y en aurait peut-être pas vraiment trop de problèmes avec ça. Mais je trouve que l'autodéfense, c'est rendu comme... Ça devrait même pas être un choix. Tu devrais être capable de réagir sur certaines attaques, là, ça n'a pas de maudit bon sens là-dessus. Là. Puis aussi, l'intensité, pas juste faire la technique juste de même, mais mettre un peu de power, pressure testing. Exactement. Fait que je suis content des systèmes de Kenpo où il y en a de l'autodéfense, ça marche super bien. Puis j'encourage vraiment le monde à en faire un peu une fois de temps en temps, juste pour voir, parce que c'est comme tu as dit,
t'es pas habitué à faire de l'autodéfense ou si tu penses que c'est comme avec des règles, puis t'arrives dans la rue... Ça marchera pas. C'est surprise pour toi, là. Ben oui. C'est ça. Puis, tu sais, c'est toujours le débat, genre, actuellement, je pense que c'est le plus gros débat dans les arts martiaux. Je vois vraiment souvent du monde sur les réseaux sociaux dire « Ah, mais si ça marche pas dans la cage, ça marchera pas dans la rue. » Mais c'est tellement un faux argument. Puis c'est drôle, je vois tellement aussi de gens qui utilisent, quote-unquote, la violence réelle, c'est-à-dire le combat en situation réelle, pratiquer des arts martiaux traditionnels. Tu sais, en ninjutsu, avec mon prof, il y a des anciens militaires, il y a des policiers, il y a plein de monde. Puis c'est des gens qui savent de quoi ils parlent niveau situation réelle. Puis j'en ai plein, il y en a plein. Fait que tu sais, je me dis, c'est des gens qui l'ont déjà vécu, qui sont entraînés, puis qui viennent chercher, puis qui trouvent que cet outil-là est pertinent. Fait que tu sais, il faut en prendre puis en laisser quand tu lis les commentaires du jeune coq qui vient de commencer puis qu'il pense qu'il est le prochain Georges Saint-Pierre. Tu sais, c'est super positif puis évidemment qu'un combattant de haut niveau, il va être capable de se défendre dans la rue. Ouais. Il est en forme, il est en shape, il est capable d'en donner puis il est capable d'en recevoir. Mais pour moi, c'est là que l'argument fonctionne plus parce que Madame Lucie, Ginette, Julie, Sophie, peu importe, name it, ou Monsieur Papa un tel, il n'a pas le temps de s'entraîner au niveau d'intensité d'un combattant de haut niveau. Fait que tu peux pas lui dire « Entraîne-toi comme un combattant de haut niveau, tu vas être capable de te défendre. » C'est pas ça, là. Lui, il a besoin d'outils qui va être capable de se servir au quotidien pour se sortir de la merde et revenir à la maison. Il n'a pas besoin de gagner le combat, il a besoin de revenir en vie. C'est tout, si la situation se présente. Ou même juste d'être assez confiant, puis assez calme, puis assez en gestion de lui-même pour, genre, désamorcer la situation. Puis c'est un des gros apports des arts martiaux traditionnels, d'apprendre la gestion de la colère, de ton énergie, de ton impulsivité, d'apprendre à se gérer. Tu sais, j'en ai des excellents fighters dans mes élèves qui sont bons en combat, mais que gérer leur colère, c'est un défi. Puis gérer leur énergie, puis gérer leur impulsivité, c'est un défi. Fait qu'il est là le challenge d'être capable d'aller chercher ces outils-là, tu sais. Fait qu'après ça, c'est sûr que quand tu vois une vidéo, mettons, sur Internet, puis là, tu fais « Un champion de UFC se fait tester au restaurant, puis il démonte le gars. » Bien sûr. C'est pas une surprise. C'est of course, là, le gars qui gagne plein de ceintures, il est en forme, puis s'il y a un épais qui vient le tester ou qui s'en prend à sa femme, il va être capable de se défendre. C'est pas ça personne dit le contraire, tu sais. Mais que dans le fond, le but, c'est d'aller chercher des outils pour être capable de se défendre en situation réelle, simples, efficaces, qui sont à la portée de tout le monde et qui nécessitent la gravité, une connaissance de ce que tu fais, puis une gestion de tes émotions, parce que si tu te laisses emporter par la peur, par la panique, tu vas avoir les mauvais réflexes. Il faut que tu te gères, il faut que tu sois capable d'être efficace, puis t'en aller à la maison. Exactement. Ouais. Puis pour moi, c'est tellement deux choses différentes. J'en reviens pas encore qu'il y ait encore cette conversation-là dans l'air. T'sais. Les deux devraient coexister parce que, tu sais, comme tu l'as dit, tu étais dans un style où ça fessait beaucoup puis tout ça. Puis ça va chercher une clientèle puis ça a le droit d'exister. Puis c'est bien correct. Puis même chose quand je vois des gens qui bâchent, mettons, l'aïkido ou quoi que ce soit ou un autre style. L'aïkido a une super mauvaise réputation sur les réseaux sociaux. Moi, je m'excuse, j'ai été faire un séminaire avec Léo Tamaki. Monsieur, Tamaki Sensei a genre 10-12 ans de plus que moi. Il me démonte, là. Tu sais, puis il est en shape. Je vais utiliser du québécois, là, mais c'est une râpe à fromage, là. Léo, là, il fait des vidéos sur les réseaux sociaux, méga cut, méga en forme. Puis il s'entraîne physiquement et il s'entraîne aux arts martiaux traditionnels. Il fait les deux. Mais il fait pas de UFC, MMA, tout machin. Mais attaque-le, puis whoop, tu revoles. Mais ça aussi, je pense que tu peux mettre un peu le blâme sur un peu les réseaux. Je peux te dire ça, les réseaux sociaux aussi, parce qu'ils te montrent pas toujours la bonne affaire. Ils vont te montrer ce que tu veux voir, mais tu l'as pas essayé. Non, fait que le monde va regarder ça, puis écoute, le punch va rentrer, le gars va te faire flipper 4-5 fois, puis t'es comme, ouais, ça se passe pas de même. Ouais, peut-être, mais tu sais, ça, c'est comme un flow, c'est peut-être utilisé pour peut-être quelque chose d'autre. Peut-être que cette technique-là, c'est, je pense que tu l'avais dit à un moment donné,
avec les mêmes moyens, mais c'est plus avec le sabre. Avec le sabre, tu vas voir que ça fait une différence. Ouais. Mais ils utilisent ça quand même pour différentes raisons. Mais on le voit pas du côté réseaux sociaux quand tu regardes une vidéo. 100%. Puis, moi, je pense que, de toute façon, l'argument de « Ah, tel style fonctionne pas, tel style est pas bon c'est une fausse prémisse. La vraie prémisse devrait être « Ça dépend du pratiquant ». C'est ça. C'est la personne. Parlé, je pense, de ça un petit peu, ouais. C'est la personne qui fait la différence. Tu sais, bien sûr que, tu vas chercher un karatéka qui est méga en shape, méga en forme, super bon fighter, puis qui connaît son autodéfense. Il va te démonter. Mais il y a des karatékas qui n'ont pas ce niveau de maîtrise-là. Puis là, si tu prends celui-là en exemple, ou si tu prends des dojos, tu sais, aux États-Unis, il y a beaucoup de clowns là, qui enseignent, là, c'est ridicule. Tu sais, ils ont une page Mec Dojo sur YouTube. Là. Puis j'aime pas cette expression-là parce qu'elle sert à insulter les gens qu'on n'aime pas dans les arts martiaux. Là. Mais il y a des gens pour qui c'est mérité, là, dans le sens, comme tu le vois, puis c'est n'importe quoi, là, tu sais. Le gars, l'élève est à 4 mètres de lui, il fait l'imposition des mains, puis l'élève, il revole. C'est comme si c'était des Jedi, là. Ça, c'est c'est différent. Mais c'est comme on avait discuté, tu sais, t'aurais pu appeler ça, tu sais, je sais pas, dans le temps, le karaté, kung fu, whatever, karaté. Ouais. C'est la manière que c'est enseigné, la manière que toi, tu t'entraînes, parce qu'à la fin de la journée, un punch, c'est quoi? C'est un punch. Un kick, c'est un kick. Exact. Fait que si tu t'entraînes pendant 20 ans, puis ton punch est de même, ben, guess what? Ton punch va rester de même. Exact. Fait que c'est la manière que la personne met son intensité, son implication dans l'art, et ainsi de suite. C'est sûr que si la personne, elle n'aime pas l'autodéfense, puis elle fait juste les katas, ben elle va être meilleure peut-être que moi dans le kata, puis l'intensité, là. Si son intention, c'est d'avoir une pratique sportive, puis d'aller faire des compétitions en kata, puis que c'est ça que tu recherches, puis qu'il y a des écoles dont c'est la spécialité et la force, ben, tu peux pas dire « Ah, ces gens-là sont pas sérieux, ça marche pas leur affaire ». C'est pas ça qu'ils veulent. C'est pas ça qu'ils cherchent. C'est pas l'objectif tant que ça. Tu sais, après, ben, moi, je pense que c'est important que les professeurs soient honnêtes, faire garde. Nous autres, on est concentrés sur, genre, le côté compétitif, sportif, on fait tel aspect. On va y toucher un peu à l'autodéfense, on va t'en montrer des petits trucs, mais c'est pas notre main focus, tu sais. Si tu donnes une illusion de sécurité puis de genre je connais ça à tes élèves, là, ça peut être dangereux. Genre. Si tu penses que genre un kata sans explication, sans contexte et sans genre bungai, sans OK, là, tu comprends-tu ce que tu es en train de faire? Non. Check, boum, boum, boum. Ah! Puis là, des fois, ils font des liens même avec le combat sportif parce que tel mouvement, si je te l'explique en situation réelle, là, ça prend tout son sens, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. C'est ça que j'aime ici. Je l'ai dit hier dans mon petit live que j'ai fait. C'est la façon que vous l'expliquez. Tu m'as montré un kata, puis tu l'expliques. Il n'y a pas une fois que tu m'as montré un kata, puis j'étais comme... Pourquoi? Que c'est ça, tu sais. Je veux dire, non, tu as expliqué le mouvement, c'est logique, ça fait du sens. Puis si moi, je le comprends pas, je vais te le demander... C'est quoi ça, ce move-là? Là, tu me l'expliques, puis je suis comme... Ah oui, OK, I see it. C'est bon, exactement. 100%. Fait que c'est ça que j'adore de vous autres ici. Là. Il y a bien des écoles où t'auras pas ce contexte-là. Où il y a des écoles, c'est juste karaté. Mettons, si on revient à l'autodéfense, juste la compétition, pas de kata. Ouch. Ouais. Dépendamment de qu'est-ce que tu recherches aussi, mais si tu recherches comme l'autodéfense, va pas juste faire des compétitions. Ben non, c'est ça, tu sais. À moins que ce soit ça que tu cherches. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment important de faire cette distinction-là. Mais sinon, il y a aussi, tu sais, l'enjeu quand on évolue dans la vie de dire je vais y aller aussi avec genre mes besoins puis mes capacités aussi, tu sais. Puis comme je l'ai déjà dit là, sur d'autres podcasts, mais comme on a déjà reçu des pratiquants de tai chi de plus jeunes que moi, là, de 20, 30 ans, il y en a. Il y en a pas beaucoup. Tu sais, des jeunes profs, tu sais, comme souvent l'image qu'on a, c'est tai chi, ça vient avec un certain âge de la vie, genre. Mais il y en a plein, il y en a des jeunes pratiquants, puis ils ont une pratique, puis ils l'expliquent. Il y a un côté martial, puis quand ils te l'expliquent, OK, là, ça fait du sens, tu sais. Tout l'apport qu'ils vont chercher à travers ça, puis ils font de la boxe chinoise après pour le combat plus combat de rue, pour le côté combat de rue. Mais le tai chi a plein d'apports, mais c'est sûr que ça va moins attirer le jeune qui est comme, wow, je veux, tu sais. Ouais. Qui est plus dans la dépense énergétique puis dans la je veux devenir fort, devenir rapide. Il voit pas ça, ça va pas aller le chercher de prime abord. T'sais. Fait que il y en a pour tout le monde, il y a tellement de styles. Oui, c'est chacun, c'est tout le monde a un but spécifique quand
ils s'engagent dans les arts martiaux. Que ce soit la confiance, un petit peu plus de discipline, ou peu importe, chacun a un but personnel qu'il veut atteindre. Ça fait que... Puis toi, dans ta vie, tu m'as parlé de trucs où tu as eu à utiliser les arts martiaux dans des situations de ta vie. Comment tu gères ça quand ça arrive? Parce que moi, tu sais, ça m'est peut-être arrivé une fois. Fait que, tu sais, puis j'ai désamorcé. J'ai même pas eu à aller dans la violence. OK, chanceux. Non, c'est ça. C'est bon. Écoute, moi, je vais te donner 2 anecdotes. Puis je pense que ça serait bon de parler aussi en classe parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui réalise un des aspects, puis je vais embarquer là-dedans aussi. Écoute, la première fois, j'ai resté vraiment surpris parce que c'est vraiment pas là, qu'est-ce qui te monte en classe. Là. Ça te prépare, mais tu sais, dire le punch va arriver comme si, comme... Non. Comme, tu sais... Souvent, le premier punch, tu ne l'auras pas vu venir. Tu le verras pas. C'est ça. Puis, tu sais, t'as beau en parler, malheureusement, si ça t'arrive jamais, tu l'auras pas. Puis j'espère que ça arrive pas. Non, c'est ça. C'est pas le fun. Fait que, donc, l'histoire, la première fois, secondaire 4, pensionnat, collège Bourget. On les salue. Salut, gang! Finissait à 98. Allô, tout le monde. Mais, non, écoute, on était dans un autre pavillon, secondaire 4-5, on était séparés pour les dortoirs. Puis, c'était un mercredi. Phil, tu te souviens? Oui, je me souviens, c'était un mercredi parce que c'était notre soirée parascolaire, c'était du ski. OK. Puis, j'étais avec mon roommate, mon collègue de chambre, puis il y a 2 personnes qui ont passé sur nos skis. Puis c'était des personnes qui avaient une réputation un peu violente. Un peu des bullies. Oui, mais ils venaient pas vraiment du Canada. Ils venaient d'ailleurs. OK. Je vais pas lancer de choses, mais ils venaient pas de la région. Il y avait un traducteur pour les aider aussi. OK, mon Dieu. Okay. Puis il avait une réputation de violence aussi. OK. Là, lui, il est allé dire... écoute, il a parlé en signe pour être sûr qu'il comprenait. Puis je pense que c'est ça qui est allé les choquer. Ils disaient, vous pouvez pas passer là, comme ça coûte cher des skis. Eux autres, ils l'ont pas pris. OK. On retourne au collège en soirée. Lui, il avait sa blonde. Je dis, écoute, moi, te revoir dans la chambre. Ben, amuse-toi, fais ce que tu veux, je te vois plus tard. Puis ma chambre était vraiment éloignée. Comme t'avais les salles de bain, t'avais les douches. Moi, j'étais dans le fond. J'avais pas vraiment personne. Fait que là, je me prépare, m'en vais dans la douche, je reviens. Écoute, la porte se ferme en arrière de moi. Les 2 gars, ils étaient là. Ils t'attendaient. Ils m'attendaient. Ben, ils attendaient l'autre, mais c'est moi qui ai pogné. Ah non. Écoute, il y en a un qui a barré à la porte, l'autre, il m'a comme confronté. Puis j'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. L'attaque est arrivée. Puis tout ce que je me souviens du début de l'attaque, c'est que j'ai arrêté, puis j'ai enchaîné, puis je me suis placé de voir l'autre. Les avoir les 2 à vue. En angle, parce que sinon, je pense que c'est moi. Si j'aurais pas eu l'autre à la vue, je pense que j'aurais été fini. Écoute, ça n'a pas bien fini pour eux. À ce moment-là, t'avais-tu déjà un bagage? J'étais dans Kyokushin. Okay. Fait que, tu sais, j'en ai mangé des coups là, durant cette confrontation-là, mais j'étais habitué avec le karaté full contact. J'étais capable d'encaisser. Mais le feeling que j'ai eu quand l'attaque commençait, c'était comme... Oh shit, on n'y est plus, là. Comme, ça s'en vient, puis je vais me faire ramasser. L'adrénaline a pris le dessus. Puis il y a quelqu'un qui a entendu du bruit, puis il est allé chercher l'animateur, puis ils ont débarré à la porte. Mais la bataille était finie. Ouais. Après, écoute, j'ai eu le shake, là. Je tremblais. T'sais, on n'en parle pas de ça dans les classes, ça arrive pas souvent. Ouais. Peut-être tout le monde réagit différemment, mais ta première fight... pour te protéger toi, l'adrénaline embarque, puis après ça, c'était comme... J'étais sur le shake. C'est le choc. Puis ça, c'est... Tu sais, si quelqu'un n'aurait peut-être pas été entraîné, je pense pas qu'il s'en serait sorti aussi bien que moi. Je dis pas que j'ai pas eu des bleus. Je me suis fait frapper, mais à la fin, c'est mon instinct de survie qui a embarqué, puis je me suis dit, c'est pas vrai que c'est moi qui va aller à terre. No effing way, là. C'était la première situation que j'ai eue. Puis le petit côté comique, parce qu'il y a eu un petit côté comique à ça, après c'est le lendemain. Philippe est demandé au bureau du directeur. Bien sûr, bien sûr. Tu démontres 2 élèves, tu sais. Tabarnane de tabarnane. Puis le côté comique était là. Le directeur m'en voulait pas vraiment. Il voulait juste communiquer à mes parents qu'il y a eu comme un événement. Moi, j'étais sûr que ça aurait été durant la nuit que je me serais fait débarquer de là. Non, j'ai passé la nuit. Puis là,
il annonce ça, votre fils a eu une bataille. Une bagarre à l'école. Oui, on donne une bataille, Phil, une bataille. Il a jamais eu ça du primaire comme secondaire. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Fait que là, c'était à la chicane au micro, puis le directeur, il est resté bouche bée parce qu'il savait plus comment répondre à mes parents. D'un côté, t'avais ma mère. Ah, c'est fini les arts martiaux, tu feras rien. Puis là, t'avais l'autre côté, mon père. Voyons, good job. Les deux s'ostinaient. Good job, tu t'es défendu. Mais voyons, René, il n'y a pas d'affaire à lâcher les arts martiaux. Ça a servi, enfin. Puis le directeur, il savait plus quoi faire, puis il dit, c'est correct. Tu peux y aller, je vais jaser avec tes parents. C'était le petit côté comique après que j'ai trouvé là, comme qui restait avec moi. Hey, je fais une parenthèse parce que c'est quelque chose que je vois souvent. C'est une réaction primaire. Il n'y a pas juste ta mère qui réagit comme ça. Quand leur enfant a une bagarre à l'école, de faire là, il s'est battu, je pense qu'on va peut-être arrêter le karaté. Non, c'est le contraire. C'est ça. Et si ton enfant se bagarre, puis il est batailleur, puis il a besoin de se gérer, le retirer, c'est la pire affaire. Il a besoin de quelqu'un pour l'encadrer, puis il a besoin de savoir qu'il va y avoir des conséquences au dojo à ses actions. Puis genre, ça, tu sais, de dire mon enfant, il est agressif, fait que je suis pas sûr que c'est une bonne idée que je l'inscris. Non, je m'excuse, tu sais, les petits bagarreurs, j'enseigne dans des garderies, là, tu sais. Puis les petits bagarreurs, là, les éducatrices se disent non, il n'y a pas besoin de toi pour t'approcher quelqu'un. C'est le contraire. Eux, c'est ces enfants-là qui ont le plus besoin d'apprendre à gérer ça, puis à se canaliser. Puis c'est un réflexe de parent, un réflexe de ta mère de faire ben là, on va arrêter ça, parce que là, apprendre à se battre, Puis c'est le contraire. Ouais. Je pense que je suis bon à comprendre. Oui, let's go, dad power. Ben oui, parce que c'est ça, tu sais. Fait que ça, c'était le premier événement. Puis c'est ça, je pense que le monde ne réalise pas. C'est soit que tu gèles ou que ton instinct de survie embarque là-dedans. L'autre, c'était un petit peu plus tard. Pas mal plus tard. Ouais. J'étais dans la vingtaine. Puis là, tu vas dire que c'est ça, cette place-là. C'est un mariage. Un mariage? Un mariage. Écoute, c'est là, je dis, peut-être qu'il faut en parler parce qu'il y en a beaucoup qui sont au secondaire. Non, c'est ça qu'on fait. Ils vont commencer peut-être à sortir d'un bar, puis toutes ces affaires-là, puis c'est bien correct, amusez-vous. Mais juste faire attention aussi de ce côté-là parce qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber. Écoute, c'était vraiment banal. C'est une niaiserie qui m'est arrivée. Écoute, j'ai rentré dans quelqu'un. Il a renversé sa bière. J'ai dit, écoute, dude, je m'excuse, je suis désolé, man. J'étais comme entre 2 personnes. Ouais. Je vais t'en payer une. Comme, ça n'a jamais passé. Il n'y a pas eu de conversation. Il n'y a pas eu de conversation. Il m'a sauté dessus. Ça s'est mis à cogner. J'ai eu vraiment de misère. Puis c'est là qu'il faut comprendre que quand il était sous. Écoute, t'as 2 choix. Soit que tu tombes, ça finit là parce que t'es trop sous, ou tu sens plus rien. Ouais. Moi, malheureusement, j'ai pogné, je sens plus rien. Fait que j'étais comme, oh my... Comme, j'ai vraiment eu de la misère là, avec ça. Là. Puis heureusement qu'il y avait du monde alentour, parce que je pense que c'est moi qui allais y passer cette fois-là. Là. T'as beau faire les elbows, les punch, les knees, tout. Parce qu'il encaisse à l'infini. Il encaisse, c'est exactement. Il sent le lendemain matin, par exemple, tu sais, comme... Ah ouais, il devait être magané sur un temps. Puis toi, t'es essoufflé aussi un moment donné. Là, t'as pas stamina comme à l'infini. Là. À un moment donné, t'es comme plus capable d'en donner. Moi, là, c'est... Fait que... mais une chance, cette fois-là, qu'il y avait le monde alentour qui sont venus comme séparer. Puis, écoute, je suis parti, effectivement, par après. Mais je sais pas ce qui est arrivé avec l'autre gars. Mais tu vois, c'est une autre affaire. Dans toutes les anecdotes qui sortent au fil des entretiens, là, je veux dire... L'agresseur, puis même tu regardes les nouvelles, l'agresseur typique, c'est pas un ceinture noire formé. Là. C'est jamais un ceinture noire formé qui va attaquer des gens dans la rue. Je veux dire, sortez-moi c'est dans les commentaires, écrivez-moi, sortez-moi les preuves du contraire, tu sais. Ça arrive jamais. Et c'est qui l'agresseur? C'est des gens peureux. Qu'est-ce qu'ils ont fait les deux à l'école? Ils t'ont pris par surprise, ils t'ont pris 2 contre 1. C'est genre le gars intoxiqué, ça va être le mari violent, ça va être des affaires champ gauche, là, tu sais, ou des gens que tu connais, tu sais, dans le cas de la violence conjugale, c'est ton conjoint, ça peut être la famille aussi. Il y a des aînés qui vivent de la violence, ça peut être leurs enfants. Puis là, ben, c'est là que l'enseignement de l'autodéfense est important, le côté psychologique, c'est de dire, faut que tu sois conscient là, que la personne en face de toi, ça se peut que tu l'aimes. Ouais. Fait que là, tu fais quoi quand tu... OK, mais c'est quelqu'un qui est supposé de vouloir mon bien, qui est en train de me taper dessus, genre... Fait que ça se peut que tu figes à cause de ça, ça se peut que tu paniques, ça se peut que tu fasses rien, ça se peut que...
Fait qu'il faut que tu sois préparé à ça. Ouais. Tu sais? Puis, parce que c'est une grosse part de... Mais c'est pas facile, Non. surtout quand t'es avec quelqu'un que t'aimes, c'est de la violence conjugale. C'est super weird, on en a parlé tantôt, ma blonde m'en a parlé aussi, parce qu'on connaît quelqu'un qui a vécu ça, puis là, je dirais pas son nom, mais ça va être à la personne, ça veut dénoncer plus de le faire, mais je veux dire, tu sais, quand t'es enfermé dans ton placard, puis tu brailles parce que l'autre te dit appelle les ambulances, mais t'aimes la personne. Tu sais, c'est plus une question de courage, je pense, un petit peu de ce côté-là pour dire, OK, je m'en sortirai peut-être pas indemne, il faut que je fasse de quoi, là. Puis il y a ce côté-là aussi, le côté psychologique, puis être capable de savoir, oui, je l'aime, mais qu'est-ce qui va peut-être m'arriver plus tard, là, exact. Puis quand on enseigne à des adolescents, moi, sur mes cours, quand je suis en autodéfense, des fois, j'aborde tout le côté technologie, le côté Internet, l'intimidation sur le web, c'est de leur faire prendre conscience que tu sais que si tu fais des menaces à quelqu'un sur Internet, c'est criminel. Ouais. Ah, non, mais c'est Internet. Non, c'est pas Internet, c'est pas Snapchat, c'est pas, ah oui, ça disparaît. Non, ça peut laisser des traces. Ça peut laisser des traces et tout ce qui est sur le net peut être criminel. C'est de dire ton amoureux, ton amoureuse, s'il te maltraite psychologiquement, physiquement, qu'est-ce que tu fais d'apprendre à détecter ces signes-là? L'école s'en charge un peu, mais moi, je pense qu'en tant qu'école d'arts martiaux aussi, l'autodéfense englobe toute la protection de soi. Puis ça en fait partie. Puis tu parlais de violence conjugale, de conscientiser les gens aussi, d'en parler, de faire comme les gens qui font ces actes-là répréhensibles. Souvent, c'est pas ceux que vous pensez. Ils ont l'air fins, ils se font aimer de tout le monde, ils ont plein d'amis. Puis leurs collègues trouvent sûrement que c'est des bons collègues de travail. Mais ils arrivent à la maison, puis il y a un autre personnage, c'est Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Oui, exactement, souvent, ça change. Ça change, il y a une switch qui embarque. D'apprendre à détecter ça, de détecter les signes, d'être à l'écoute de ton entourage. Si une personne te lance des cris d'alerte, mais déguisés, parce que souvent, elle ne te le dira pas ouvertement. Si elle arrive maganée, de peut-être pas prendre la première excuse, la première raison pour du cash. Si tu vas chez quelqu'un, tu vois un trou dans le mur, pose des questions. Tu sais, comme... Ouais. Puis souvent, ce monde-là sont gênés, mais c'est juste de prendre la première étape. Écoute, l'autre place où je travaillais, il y a une personne qui est arrivée devant moi, l'œil magané là, c'était le gros œil au beurre noir. Puis écoute, j'ai dit, non, t'es-tu correct? Elle dit, ouais, j'ai glissé pour aller dans le spa. Sure. Ouais, écoute, non, ça marche pas. Non. Mais, tu sais, on est plusieurs qui y ont parlé, puis je pense qu'elle a fait des démarches. Son mari travaillait à cette place-là aussi avec elle, puis il s'est fait retirer. Ouais. Il y a eu une petite enquête. Mais, tu sais, de prendre le temps aussi, si tu vois, de leur parler, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis essayer de les convaincre que, ben, tu peux pas rester de même, faut que tu en parles, faut que tu ailles voir peut-être les autorités ou quelque chose, pour pas que t'arrives quelque chose de pire par après. Que ça dégénère. Ouais. Je sais aussi que t'es un créateur de contenu. Oui. On peut le plugger. Tu peux le plugger si tu veux. Ouais. Non, mais c'est pour toi. On va le plugger. Je mettrai les liens en description. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Puis, comme, c'est quoi le lien? Puis je vais te dire, je vais même être très, très franc avec toi. Tu m'expliquais un peu ton processus, tu l'expliqueras aux auditeurs. Puis moi, en tant que podcasteur qui travaille fort à avoir des invités, je suis comme, damn it, c'est donc ben dumb l'Internet. Fait chier, lui. Non, mais c'est hot. Je trouve ça malade. Mais il y a quand même quelque chose là-dedans. Je trouve qu'il y a un sujet de conversation. Explique ton process. Ouais. Écoute, ça a commencé dans la pandémie. Ouais. Comme beaucoup de side projects. Oui, effectivement. Dans ce podcast, en fait. Ah, parfait. Fait que, écoute, je te dis pas que j'ai réussi ce projet-là one shot là, au début. Écoute, j'avais aucune idée comment YouTube fonctionnait. Ouais. Oui, il y a du travail derrière, là. C'est pas, j'insinuais pas qu'il n'y a pas de travail. Non, écoute. C'est une autre forme de travail. J'ai eu des moments difficiles aussi à la maison avec ça, mais écoute, j'essaie de faire fonctionner le tout là-dessus. Là. Ça prend beaucoup de patience. Okay? J'ai commencé, je me suis dit, OK, comment est-ce que je pourrais faire ça? La pandémie, c'est que j'ai dit, OK, on va essayer peut-être quelque chose pour aider le monde. J'ai sorti des jeux de société. J'ai commencé à dire, OK, ben voici un jeu que nous autres, on aime faire à la maison, en famille. Tu faisais des reviews, genre? Des genres de mini-reviews. J'ai regardé des vidéos, puis j'étais comme, comment ils font ça? J'essayais, je savais pas comment faire ça avec les caméras. Ça n'a pas marché. OK.
on va essayer autre chose. Ouais. Fait que là, je dis, OK, on va essayer de faire des histoires mystérieuses. OK. Fait que là, j'ai commencé à faire ça. En passant, les vidéos étaient faites en anglais. Je pense qu'il y avait une petite différence entre les deux. Ça avait commencé, ça avait pogné au début. Je faisais des histoires mystérieuses sur l'Égypte, les pyramides, The Book of the Dead, toutes ces choses-là. Puis ça avait pogné un petit peu, puis après ça, le monde me disait ta voix est pourrie, tanana. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. J'avais pas eu la formule exacte. Internet, c'est pas gentil. Hein? Ah non, tu te fais démolir comme one shot. Ça peut être très, très, puis j'étais comme, OK. Puis là, je trouvais que ça prenait beaucoup de temps avec le contenu que j'avais choisi. Puis j'étais comme, OK, comment que je peux essayer une dernière fois? Puis dans ma tête, j'essaie une troisième fois, puis si ça marche pas, là, screw that. Fait que là, je regardais tous les outils qu'on avait à notre disposition. J'avais l'intelligence artificielle. Je disais, OK, comment que je peux faire ça? Il y avait des programmes que, écoute, t'écrivais un texte, ça te faisait une vidéo. Puis j'étais comme, avec une voix. Avec une, OK. Ouais. Puis là, je suis comme, OK, assez simple, qu'est-ce que je peux faire? Là, je suis tombé sur des histoires d'horreur un peu. Je regardais le monde, comment il faisait. Puis j'étais comme, you know what? M'a l'essayé moi aussi. Fait que j'ai essayé une approche un peu différente des autres. En tout cas, j'ai pas vu mon approche beaucoup là, dans les autres vidéos que je regarde. J'ai pris une image, comme génère moi, une image d'un scary butler dans une librairie avec une chandelle, puis une toile d'araignée. Puis mets-moi ça en gros plan. J'ai pris un logiciel, puis je fais parler le personnage au début pour faire l'introduction. Puis après ça, je fais juste prendre une image, j'efface le feu de l'image en arrière si je veux, puis je mets une flamme qui bouge avec un green screen. Puis j'ai un... Fait qu'il y a beaucoup de travail au début, oui. After Effects. Mais tu me vois pas à face. C'est un faceless channel. Puis j'ai pris la voix... d'un AI. Une voix modifiée. Puis je fais parler. Écoute, ça... J'ai eu quelques vues au début, puis à un moment donné, là, ça a décollé, mon ami, là. Ouais. Puis je me disais, OK, je pense que pour moi, c'était... le contenu pour moi, pour le faire décoller avec ce que j'ai choisi au début. Ouais. C'est sûr qu'il y a des outils comme vidIQ, TubeBuddy qui existent, que tu peux faire pour les taggings, ces choses-là. Pour améliorer ton référencement. Ouais. Ça, c'est un outil que tu m'as donné. Je l'ai utilisé, puis honnêtement, tu sais, c'est sûr que ça fait pas assez longtemps, je pourrais pas te dire est-ce que ça a eu un impact majeur, mais je pense que ça va aider. Tu sais, c'est niaiseux. Puis au début, quand moi j'ai créé le podcast, j'étais comme je veux pas tomber là-dedans, genre de faire des titres sensationnalistes. Mais là, à un moment donné, j'ai comme catché, le contenu est super profond. Fait qu'on s'en fout un peu, dans le fond, que le titre soit un peu niaiseux, genre il révèle son secret, tous les secrets révélés, parce que c'est ça que l'algorithme va pousser, et qu'au final, c'est ce qui va faire que je vais me rendre aux gens qui sont intéressés par ça. C'est con. Je trouve ça con. Mais ça marche. Puis aussi d'améliorer les thumbnails, tu sais. Ouais. Ça, mes thumbnails, ils étaient tout le temps basiques, puis ça, il y a un peu de... Là, à un moment donné, ça prend déjà beaucoup de temps à faire le podcast. Je me suis trouvé un pattern, je rajoutais la face des gens, puis c'était tout le temps le même thumbnail, mais avec juste la face, une photo différente. Mais sauf que en allant chercher une demi-heure de travail de plus, peut-être, une heure max à créer un beau thumbnail, je pense que sur le long terme, ça aide la vidéo à être plus vue. Parce que l'algorithme, si le thumbnail le fait réagir, il va te pousser plus. S'il est plus coloré, si il y a des éléments qui révèlent un peu le contenu du truc, si tu vois la face de la personne, mais en action. Tu sais, il y a certains principes. Je pense qu'à la limite, vidIQ, à un moment donné, quand tu as compris la recette, limite, tu n'en as plus besoin. Non, tu sais, j'utilise plus vraiment moi, pour les titres. Je regarde les J'ai catché la recette, moi aussi. Fait que des fois, j'utilise parce que il peut te donner des idées. Ouais. Fait que je suis comme, OK, c'est bon, j'utilise ça pour les idées. Ouais. Parce que c'est pas gratuit, là, c'est une plateforme qui coûte de l'argent. Coûte de l'argent. Mais, tu sais, je veux dire, moi, c'est des histoires Scary Midnight Stories pour t'endormir. Mais c'est toi qui lis, c'est juste ta voix modifiée. C'est ça. Fait qu'il faut que tu prennes le temps de la lire, la exactement, ouais. Puis genre, mettons, une vidéo classique, c'est combien de temps que tu vas mettre dessus avec toutes les... écoute, j'ai commencé avec des 1 heure. Là, je suis rendu avec mes vidéos durent 3h30, 4h. Fait que ça prend au moins 3h30, 4h l'histoire. Oui. Fait que ça prend du temps. C'est pas quelque chose que... C'est ça que tu disais, les problèmes à la maison. Mais je te file, là, parce que faire un podcast, un épisode,
c'est au moins 3-4 heures de travail, facile. Parce que là, tu as le montage, après ça, ben il faut que tu l'exportes, puis là, ben ton ordi roule. Oui, tu peux partir l'export et aller te coucher, là, mais avant ça, tu as eu les heures de montage, après ça, créer le thumbnail, maintenant, ça me prend du temps, après ça, la mise en ligne, fait que c'est au moins 3-4 heures à chaque fois. Puis tu sais, je joue aussi des fois avec la vitesse si je veux étirer, tu sais, je dis, OK, on va changer la voix, puis ça va lire plus lentement la phrase, et ainsi de suite. Mais tu sais, ça porte tes fruits, ça a décollé. Je vais te donner le link si le monde sont intéressés par des histoires de peur pour t'endormir. Le link va être, j'imagine, en vidéo. Puis, écoute, une fois que ça pogne, la mienne a pogné, je suis vraiment content. Ça fait un petit revenu on the side aussi. Pas pour écœurer personne, mais c'est quand même bon. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est pour ça que je disais, ma première réaction, c'est shit. Tu fais un truc AI, puis ça devient payant vraiment vite. Moi, ça fait 5 ans que je fais le podcast. J'ai même pas encore atteint le nombre d'abonnés pour, genre, monétiser, genre, parce que il demande 1000 abonnés. Ouais, mais t'as un peu que t'es rendu en haut de 500. Je suis rendu à 2 de 600. Okay. Abonnez-vous. Oui, allez abonnez-vous sur YouTube. Quand on va être rendu 1000, ça va m'aider. Ça va aider la chaîne à perdurer parce que les gens réalisent pas. Mais tu sais, il y a des coûts. Les caméras qu'on utilise, les cartes mémoire que ça me prenait aujourd'hui, toutes ces affaires-là, des fois, ben ça brise. Faut que tu les remplaces. Là. Le monde sont comme ça serait le fun de upgrade un peu la qualité. Ah ben oui, mais ça prendrait. Ça prend de l'équipement. L'équipement, tu sais, ça prend des sous là. Puis la partie le fun, c'est que ma blonde a commencé à s'intéresser à ça. Puis à partir d'une, je vais te donner sa chaîne aussi. C'est détente en histoire. Elle, c'est vraiment des histoires relaxantes en français pour t'aider avec le stress. C'est des petites histoires qu'elle raconte. Elle fait aussi, c'est soit juste des histoires régulières pour t'endormir. Elle a gardé sa voix. Elle a gardé sa voix. Puis elle fait comme des chakras aussi, chakra du cœur, chakra racine. Puis elle peut te faire ça dans un style, elle va raconter l'histoire de quelqu'un, puis elle va embarquer le chakra, mettons, du cœur. Ou là, je me souviens plus des définitions, c'est sa chaîne à elle. Mais tu sais, ça fait que c'est comme différent des autres histoires. Tu sais, pas juste, OK, le chakra, on fait la méditation, on ferme les yeux. Elle en fait un peu, mais elle va te raconter une histoire qui vient avec ça. Ça fait que... Mais je trouve la partie difficile, quand je regarde les deux côtés, c'est YouTube en français. Je pense que... ben là, ça, c'est sûr. Je trouve que c'est une game différente. C'est différent le 100%. Français que l'anglais. En créant le podcast, on savait que ça allait être plus tough parce que mais en même temps, on s'est dit des podcasts sur les arts martiaux en anglais. Premièrement, moi puis Jérémy, avec qui j'ai créé le podcast à l'époque, on est deux francophones, on a beau parler anglais, on a un accent gros comme le bras. On en a fait des entrevues, il y en a des entretiens en anglais. On a même créé une chaîne à part parce que dans l'algorithme, si on les avait mis ensemble, ça aurait pas été bon. Fait qu'on a fait une chaîne à part, mais la chaîne anglaise, genre 100 abonnés, on s'en fout un peu. C'est juste pour mettre les vidéos les rares fois qu'on en fait. Mais tout ça pour te dire que des chaînes d'arts martiaux anglophones, il y en a des milliers. Fait qu'on était comme... Tandis que à l'époque, 2020, même Français de France, là, il n'y en avait pas. Non. OK? Puis en tout respect pour mes collègues créateurs de contenu français, j'en ai reçu plusieurs sur le podcast. Je pense qu'on était un des premiers dans la francophonie. À prendre cette ampleur-là aussi. À devenir gros au point d'avoir Léo Tamaki, d'avoir Kassem Zougari en entretien. Puis là, après nous, il y a eu plein de Français qui ont fait comme « On va faire des podcasts, nous autres aussi. » Puis ils sont en France, puis eux autres, ça lève. Ah ouais, en France, c'est fou. 60 millions, ça lève. Ça lève. Quelque chose. Puis nous, on est là, tu sais. Puis Québec. Ouais, c'est ça. Mais je le savais, mais il y a un côté aussi, tu sais, principe personnel que j'étais comme... Pour moi, c'est important. Puis, en quelque part, j'ai entendu quelqu'un sur un podcast d'humour, mais c'est le même débat pour nous, que la culture francophone, pour qu'elle continue et qu'elle perdure au Québec, ça va passer par l'Internet. Parce que si on n'est pas présent, s'il n'y a pas des créateurs de contenu qui créent en français, les jeunes, c'est pas la télé traditionnelle qui va aller les chercher. Non. La musique, les jeunes écoutent de la musique francophone, par contre. Ça, grâce aux plateformes, ils ont accès à plein de créateurs d'ici. Le rap québécois est plus gros que jamais à cause de ça. Mais YouTube joue un gros rôle dans le fait que, tu sais, les jeunes, moi, ça me fait rire quand les médias traditionnels sont comme « Les jeunes connaissent pas Véronique Cloutier. » On s'en fout. Est-ce qu'ils connaissent Thomas Levac? Est-ce qu'ils connaissent Mike Ward sous écoute? Oui, parfait. Ils écoutent du contenu francophone.
sais, s'ils écoutent ces gars-là ou d'autres, là, peu importe qui, sans commentaire, on a déjà reçu un des co-hosts sur le podcast puisqu'il y a du Muay Thai. Tu sais, il y a plein de monde qui font du très bon contenu francophone, qui va aller chercher les jeunes, puis même les jeunes de communauté culturelle, les nouveaux arrivants, puis qui va aller les chercher en français. Ben moi, avec les arts martiaux, j'étais comme, c'est super important qu'il y ait quelqu'un qui le fasse en français. Puis pour la mémoire collective aussi des pratiquants francophones, d'avoir quelqu'un qui reçoit tous ces grands maîtres-là en entrevue, en français, qui parlent de leur vécu, de leur bouche, pas de l'élève, de son élève, qui te raconte la légende de 4 générations plus tard, puis c'est déformé, puis amplifié, puis tordu. Non, c'est lui qui te raconte l'histoire de sa bouche, puis ce qu'il a dit, personne ne va pouvoir le déformer. T'sais, c'est lui de son vivant. Ouais. Puis ça, pour moi, c'était important. Fait que je suis conscient. Tu sais, si tu dis ça va être plus tough, c'est un autre game. Mais par contre, tu vois, Mike Ward, il nous a inspiré. Là, à la base, le concept d'entretien avec un guerrier, c'est un peu sous-écoute, mais avec des pratiquants d'arts martiaux, puis t'enlèves l'alcool. Sauf pendant la pandémie, des fois, on buvait du vin. Mais on était chacun chez nous. Mais en général, tu sais, l'idée, c'était de parler entre nous autres. C'est des discussions comme on a au dojo entre les cours, avant, après, mais on se parle de nos vécus, mais là, on le fait filmer, tu sais. Puis lui, il a dit quelque chose, sous-écoute, avant que ça devienne payant, ça lui a pris 7 ans. Puis là, c'est le plus gros podcast francophone. Toutes catégories confondues, il fait 1 million d'écoutes par mois. Fait que s'il avait abandonné parce que ça paye pas, il aurait passé à côté de quelque chose parce qu'aujourd'hui, il y a une liberté financière. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire des tournées de juste 50 dates au lieu de 300 comme plein d'humoristes parce que lui, sous-écoute me paye en masse. Ouais. C'est chill. Fait il est super autonome. Il a aidé plein de monde à partir des podcasts. Il nous a inspiré nous, mais plein d'autres qui ont parti à cause de lui. Puis une des choses qu'il disait, tu sais, il faut que tu arrêtes de voir... je pense que c'est lui qui disait ça. Il disait, tu sais, au lieu de te dire, mon podcast, j'ai juste 1000 views. Hey, 1000 views, là, c'est un club soda. À Montréal. Fait que, mettons, c'est la salle. C'est quoi la salle ici? Odyssée. C'est à peu près ça, mettons, 1000 personnes, Odyssée. T'as rempli la salle Odyssée avec un épisode. C'est fou. C'est malade, là. C'est comme si à chaque mois, tu faisais une salle Odyssée sold out. Ben, moi, ça fait... Non, mais c'est vrai! Fait que, puis c'est pas tous les épisodes qui vont frapper ça, ceci dit. Mais même un 300 personnes. C'est une grosse salle, 300 personnes. Oui. C'est beaucoup de monde. Puis c'est 300 personnes dans le premier mois. Après ça, sur le long terme, la chaîne se nourrit, les vidéos se nourrissent les uns les autres. Là, ils découvrent grâce à un, ils vont écouter d'autres. Exactement. Fait que ça fait que dans la durée, j'ai des centaines d'heures d'écoute mensuelle. Fait que j'ai plus d'écoute que des chaînes spécialisées sur le câble. Tu sais, qui ont du 200 auditeurs, là. C'est ça l'affaire, les médias traditionnels ne diront pas ça. Non. Musique Plus, là, à la fin des dernières années, là, il y avait des auditoires à une couple de milliers s'ils étaient chanceux. Les chaînes sur le câble d'aujourd'hui, c'est rien, ça vaut rien. Fait que comme les YouTubers génèrent plus. C'est ça la réalité. Ouais. Fait que, mais ouais. C'est intéressant d'avoir les deux perspectives, mais les deux sont autant de travail. C'est ça que c'est pour ça que je voulais que t'en parles, parce que la première réaction de tout le monde, utilise des AI, machin. Mais là, tu dis, ouais, mais je fais de la post-prod, c'est tout moi qui lis le contenu. Oui, il faut que t'édites, faut que... C'est ça, tu sais, c'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes. Non. Tu sais, justement, t'as parlé du thumbnail, comment que je peux faire que ce thumbnail-là... va se démarquer plus que l'autre à côté qui vient de voir mon... En tout cas, toute une game. Ouais. Mais kudos à tout le monde qui le font, qui essaie de le faire. C'est juste la patience. Puis c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de podcasts, mais il y en a beaucoup qui meurent après 7-8 épisodes aussi. Ouais. Puis, tu sais, quand tout le monde dit il y a trop de podcasts ou tout le monde fait des podcasts, oui, mais ça s'écrème naturellement tout seul. Parce que les gens qui le font pour les mauvaises raisons, en se disant je vais devenir un famous YouTuber en 2 secondes, non, bonne chance. Ça se peut que tu aies un coup de chance puis que tu aies trouvé une niche qui explose du jour au lendemain. Là, on en connaît des podcasteurs québécois, des jeunes qui ont parti des podcasts qui ont des centaines de milliers de vues puis ils vivent de ça maintenant. Mais quand tu as un podcast niche, il faut que tu sois patient. Puis moi, je le fais pas en me disant ça me fait de l'argent. Tu sais, j'ai créé un Patreon juste pour payer les dépenses. Puis les gens qui me supportent, merci à eux, c'est tous des propriétaires d'école, by the way. Là. Ou nous 2 personnes qui font la petite cotisation, mais la majorité, c'est des propriétaires d'école qui soutiennent parce qu'ils comprennent l'importance du projet.
Puis si un jour ça explose, tant mieux, mais si ça explose pas, je le continue pas pour ça. Mais il y a eu une passe, tu sais, je sais pas toi, là, tu sais, quand tu fais ce genre de choses-là, des fois, tu te demandes, ça vaut-tu la peine de... Oui, j'en ai eu. Là, tu fais, OK, mais pourquoi tu le fais? Puis aussi, tu sais, pendant la pandémie, on avait développé à un rythme où on sortait un podcast par semaine. On avait juste ça à faire. Nos dojos étaient fermés, puis tout le monde était disponible pour faire des entrevues. C'était easy peasy. On pouvait s'en booker 3 dans une semaine si on voulait. Puis on faisait tout à distance. Fait que, ben là, en voulant faire de la qualité, puis en voulant avoir des entrevues aussi, pas ramener tout le temps le même monde, trouver des invités, c'est tough. Ben là, je me suis enlevé la pression. Au début, post-pandémie, j'étais comme 2 par mois. On essayait 2 par mois. C'était encore trop de pression. Là, 1 par mois, c'est viable, c'est gérable. Puis genre, on dirait que j'ai plus de plaisir à le faire parce que je me sens enlever une pression que j'étais le seul à me mettre, dans le fond, parce que je dois rien à personne. À part mes Patreons, je respecte mon engagement, ils ont du contenu exclusif. À chaque entretien, on va en faire un tantôt. Une petite capsule qu'il y a juste eux qui ont. Ils ont des heures de contenu exclusif, les Patreons. Des centaines d'heures, parce que depuis la saison 2 qu'on en fait avec tout le monde. Fait que ça, c'est le remerciement que je leur fais. Mais sinon, ils le font vraiment pour le love parce que je vois mes stats, puis les Patreons, vous écoutez pas assez votre contenu bonus. Allez écouter le contenu bonus. Il y a plein de capsules qui ont 0 view, mais je m'en fous. Puis je me dis, quand tu vas vouloir y aller, ben c'est là, puis c'est à toi, tu sais, je te le donne. Puis si un jour le projet arrête, justement, puis j'arrête le Patreon, là, je pourrais peut-être en mettre une partie publique, mais en même temps, ces entretiens-là, Patreon, souvent, on se dit des affaires en se disant, ça reste en famille. Il y a pas beaucoup de monde qui le voit, fait que c'est chill, on s'ouvre plus ou on niaise plus. Fait que c'est correct aussi, tu sais. Bref. Mais c'est intéressant, je vais mettre les liens vers tes champs. Je vais t'envoyer ça, super, merci. Puis, bonne continuité là-dedans. Puis maintenant, je jugerai plus ton travail. Mais je le savais déjà, là, je fais une joke, mais c'est ma réaction primaire, c'est un peu une frustration. Damn it, j'ai pas pris le bon projet, genre, fuck! Je devrais me parler, mais ou tu sais, les podcasts de True Crime, les affaires, il y a des affaires, il y a des modes, hein, fait que tu sais, c'est ça. Puis il y a des règles aussi, tu sais, True Crime, c'est super cool. J'ai pensé le faire, mais YouTube a tellement de guidelines que tu peux pas, tu sais, c'est le fun de Tu peux te voir. faire démonétiser. Oui, assez. Ça fait que tu peux mettre une image, puis eux autres vont dire shit, ça Non. marche pas, merci, bonsoir. Flagué, ouais. Ah, crotte. Fait Ouais, que c'est ça. si jamais il y en a qui viennent voir mes histoires, c'est pas des vrais. Ça se passe pas pour ta vie. C'est toute la fiction. C'est la fiction, man. Non, c'est ça. Puis je pense que tu sais, un projet, tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver au détour d'une rue ou d'une rencontre, puis là, un moment donné, il va arriver quelque chose, puis là, oups, cet épisode-là va faire exploser. Puis là, tu sais, au fil des années, j'ai eu des invités, je me suis dit, c'est peut-être celle-là, parce que même pas, tu sais. Puis souvent, c'est les gens pas tant connus. Tu sais, du grand public, mettons. On a eu Marie-Ève Dicker, championne du monde de boxe, man. Pas l'épisode le plus écouté. À ce jour, je le salue, j'en ai parlé tantôt. Léo Tamaki, plus grosse vedette de notre chaîne, à ce jour, génère des views comme si l'épisode venait de sortir. Ouais. C'est malade mental. Merci, Tamaki Sensei. Merci, Kassen Zougari. Il y a certains invités qui font que ça... Puis ils amènent des gens qui nous découvrent. Fait que ça, c'est malade parce qu'en plus, c'est 2 Français. Fait qu'ils nous amènent des gens d'outre-mer. J'ai encore des gens, des auditrices, des auditeurs qui nous écrivent « Hey, merci de nous faire découvrir des gens qu'on connaît pas, des pratiquants de partout, blablabla. » Tu sais. Mais d'avoir des gens en France qui nous écrivent, c'est hot quand ça crée des ponts. Tu sais, j'ai eu plusieurs podcasts à répétition avec des pratiquants outre-mer que j'aurais jamais rencontrés. Puis que là, maintenant, je leur ai dit sérieusement, si un jour tu viens en vacances au Québec, dis-moi-le, on fera des séminaires, on fera des podcasts en personne. Tu sais, comme c'est devenu des amis, comme des bonnes connaissances. En tout cas, tu sais, on s'est tellement parlé pendant des heures, on connaît une grosse partie de vie de l'autre, tu sais. C'est ça aussi que ça fait le podcast, là, tu sais. C'est le fun si tu découvres aussi. Là. Tu sais, je regarde mes stats, puis j'aimerais ça jaser avec une couple de personnes. Peut-être qu'à un moment donné, je vais montrer mon visage, puis je vais faire un live, mais j'en ai beaucoup. Là, la plupart sont ailleurs. J'en ai pas mal en Australie, pas mal aux États-Unis, Germany. Je suis comme, oh, cool. Canada, j'ai une petite portion. Ouais, mais c'est ça, vu que t'es en anglais, tu frappes partout, tu sais. C'est ça l'affaire, tu sais. Fait que, Ben écoute, Phil, merci. Ça fait plaisir, merci de m'avoir reçu. Une grosse heure qu'on jase, mais je te garde, comme j'ai dit tantôt, pour une petite capsule Patreon. On va se poser une couple de questions de bonus.
Puis, si vous avez aimé l'entretien avec Phil ou avec les autres invités précédents, vous voulez nous supporter, patreon.com/guerrierpodcast. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, s'il vous plaît. On aimerait ça frapper le 1000. On l'a dit tantôt, on est rendu à proche de 600. Go gang! Let's go! Invitez vos cousins, vos frères, vos sœurs, tout votre dojo. Hey, va t'abonner, ça coûte rien puis ça va les aider. Oui, s'il vous plaît. S'il y aurait une vague comme ça, si tous les gens qu'on a reçus et les auditeurs du passé s'abonnaient et faisaient s'abonner tout leur dojo, on serait à des milliers, j'en suis convaincu, parce qu'au fil des ans, on a touché tous les styles, toutes les écoles. Fait que si vous voulez nous aider, c'est la meilleure façon de partager les épisodes. Commenter aussi, c'est niaiseux, mais écrire genre un mot, bon podcast, ou genre écrire Kung Fu. Juste ça fait un commentaire puis ça aide dans l'algorithme. Oui, l'algorithme, puis n'oubliez pas de donner un like. Oui, un like, partagez, likez, commentez. Puis soyez respectueux dans les commentaires. On essaie de créer une communauté au lieu de susciter du beef. Ça a toujours été. Fait que si vous manquez de respect, ça se pourrait que votre commentaire soit pas posté. Je vous dis tout de suite. Deleted. Merci, Merci, fait plaisir. Merci à la maison. Et on se revoit sur Patreon.